Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 15 mars. Les finalistes du secondaire en spectacle 2026 de l'École aux 80 de Bonaventure, soirée d'impro spéciale au Centre culturel de Passepébiac, Pascal Alain, auteur et historien, nous parle de l'affaire Coffin. Lynn Arsenault, intervenante en consultation budgétaire ACEF de la péninsule, et deuxième édition Drague Motoneige WS. En entrevue cette semaine, Bernard Dubé, trappeur et coureur des bois, nous parle du Salon provincial du trappeur et de sa passion, et survol des nouvelles brèves de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. Cette semaine, c'était au tour des étudiants du secondaire de l'École aux 80 de Bonaventure de présenter leurs prestations locales pour secondaire en spectacle. Éric était sur place. Le 17 mars dernier avait lieu la finale locale de secondaire en spectacle de l'École aux 80 de Bonaventure. Télévague était présent et vous présente les participants et gagnants de l'événement. Est-ce que ça va bien? J'ai rien entendu. Est-ce que ça va bien? Je m'appelle Marianne Cabana et je suis finissante en secondaire 5. Moi, c'est Émilie Bugeaud et je suis en secondaire 4. C'est un plaisir ce soir pour la finale locale de secondaire en spectacle de présenter les numéros pour une troisième et dernière année. Et c'est pour moi un grand honneur de faire partie des maîtres de cérémonie pour une première fois. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue aux juges qui évalueront les artistes de ce soir. Madame Emmanuelle Babin, improvisatrice, Monsieur Patrick Dugas, drummer, et Madame Joanne Lebrun, musicienne. Certains dans cette salle sont des habitués de secondaire en spectacle. Mais pour ceux qui y assistent pour la première fois, voici comment ça se déroule. Tout d'abord, nous aurons une première partie concours où les numéros seront évalués. C'est cette prestation que vous aurez la chance de voir tout au long de la soirée. Sachez que chacun des numéros a eu à s'inscrire dans une catégorie bien précise, soit l'interprétation, la création partielle ou encore la création totale. À la suite de la partie concours, il y aura une entracte de 15 minutes qui vous permettra de voter pour votre numéro coup de cœur. Au retour de la pause, vous assisterez à la performance du duo de Enlou et Jam dans la partie hors concours. Et finalement, nous accueillerons les juges pour le dévoilement du grand gagnant de l'école EAQB, qui auront l'opportunité de participer à la grande finale régionale de secondaire en spectacle le 31 mars prochain à Chandler. On est monté par la 131 Nord, fait 40 000 sur des chemins en garnotte. Sur le bord en arrière, les frères Talbot dormaient comme des marmottes, pendant qu'on cherchait chacun mon d'or. Une vieille baraque avec le toit défoncé, pour une culotte et ses petites toiles d'araignée. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte
J'ai beau scruter les fonds, j'ai beau sonner l'alarme, l'écho même des armes, d'un silence qui monte. Pis, c'est-tu le fun d'aller chez le voisin? Eh, pas tant que ça. Comment ça? Je sais pas, il arrêtait pas de dire. Oh, t'es laid. Je te dis à chaque fois que je me Oh, t'es laid. Là, j'ai souligné son chanteur, mais c'est pas de sa cause. Puis là, ben, on voulait pas repêcher une affaire du voisin, puis qu'on était dans un ruisseau, j'ai mis mon hameçon à l'eau, je pêchais une truite. Moi aussi. Une autre truite. Moi aussi. Une autre truite. Ben non, moi c'est un furet. Furet. Un furet du voisin. Pas encore. Ben oui. Ben, va leur porter. OK. Ben là, je mets le furet dans mon sac. Ah ouais, j'ai le voisin. Là, j'arrive chez le voisin. Allô? Allô, monsieur? Ça va? Et vous? Non. Comment ça? Pas t'es parti, là, hein? T'es pas comme porté à la course, là. Furet checké par la fenêtre et il est excité. Il a jumpé sur le deuxième vase préféré à ma blonde. Eh, sacré boy, mais en parlant de votre furet, je l'ai pêché. Mais là, ça fait 2 ans que je l'ai souillé dans le ruisseau. Oh, désolé, je m'ai trompé, c'était en brassière à ma sœur. Il est là, votre furet. Tu viens toujours à mon secours, aujourd'hui c'est mon tour. Si t'es pas là, qui le sera? Faire face au monde sans toi, j'ai pas. Même si tu t'effondres, je te rattraperai. Vivre, ça fait peur, toi et moi, on va y arriver. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du cœur et Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux qu'à regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les jeunes qu'on perd en eux, les idées qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en fête. Avec que si à soir t'as envie de rester avec moi la nuit le son peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Dans un spectacle comme celui-là, c'est certainement un concours, mais la chose importante à retenir, c'est qu'il n'y a pas de perdants. Les seuls perdants, c'est ceux qui auraient eu envie de le faire puis qui n'ont pas osé. Parce que exister, c'est oser plonger dans le monde. Puis tous ceux qui ont osé monter sur scène ce soir, ben, je pense que vous pouvez vous considérer comme déjà gagnant en partant. La deuxième place. Alors, pour son audacité, pour son petit côté hors norme, pour son énergie, je pense que vous captivez ce soir. Il a montré beaucoup de confiance, beaucoup de prestance. Puis il a aussi choisi un instrument qui n'est pas si facile à jouer que ça, hein? Alors, moi, j'ai le privilège d'annoncer la première position en deuxième position. Ça fait un peu bizarre, mais on a choisi de faire ça comme ça. En première position, on s'est laissé dire que c'est un audace un peu de dernière minute, mais toute une audace. On en a ri du début à la fin. On a vraiment eu du plaisir à recevoir ce numéro-là. Les pêcheurs du dimanche. Puis, c'est le fun d'aller chez le voisin. Eh, pas tant que ça. Comment ça? Je sais pas, il arrêtait pas de dire. Oh, t'es laid. Je te dis à chaque fois que je me Oh, t'es laid. Il y en a d'autres aussi pour qui la scène c'est naturel, que dès la présentation, on savait qu'on allait avoir un bon show. Puis on sait qu'il va faire de la scène, puis on va les revoir encore. Puis c'est pour ça qu'on l'a choisi à la 3e place, pour qu'on puisse les revoir à Chandler. On accueille les étoiles filantes, Louis-Félix Bourg et Jacob. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement. En
en tant que jeune organisatrice ce soir, j'ai été décernée pour vous annoncer votre coup de cœur. Votre coup de cœur aujourd'hui, ce sont les pinceurs de dimanche. Félicitations à vous tous, les jeunes, d'avoir été là et d'avoir embarqué avec moi dans Secondaire en spectacle. Merci à vous, public, d'avoir été patient. Et je vous souhaite un bon retour. Et les 2 premières places, on se revoit à Chandler le 31 mars prochain. Une très belle soirée d'impro s'est tenue au foyer du Centre culturel de Passepébiac en fin de semaine passée. L'équipe des Jaunes d'œufs affrontait Ghislain Gagnon, un favori de la foule locale. Les spectateurs qui se sont déplacés samedi dernier au foyer du Centre culturel de Passepébiac ont eu droit à une superbe soirée d'impro. Pour ce match spécial, l'équipe des Jaunes d'œufs composée de Lisanne Leblanc, Myriam Bourque, René Thibault, Alice Beaulieu et Kaël Chaput affrontait l'équipe de la Moule composée de Ghislain Gagnon. Je me suis entretenu avec Lisanne Leblanc, capitaine des Jaunes d'œufs, afin de connaître la sensation d'improviser aux côtés d'un joueur de la trempe de Ghislain. C'est toujours du bonbon, là. C'est quelqu'un qui est super généreux dans son jeu, puis c'est un apprentissage. C'est un coach incroyable, tant à l'extérieur de la glace que sur la glace. Fait que c'est tout le temps super le fun. Ça fait-tu longtemps que vous improvisez ensemble? Ça va faire 2 ans quasiment, 1 an et demi, 2 ans, ouais, à peu près. Que je connais Ghislain, mais l'impro, ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Vous êtes tu sais, c'est comme on dit l'impro, c'est 2 équipes qui s'affrontent, mais vous êtes une famille, vous êtes des amis. Ça paraît, toutes les impros qu'on a vues, là, c'était pas préparé, mais vous êtes tellement spontané qu'on dirait que ça fait 1 semaine que vous avez préparé ça. C'est incroyable. Ah ben, écoute, merci, là, je devrais pas dire ça parce que je vais révéler un secret de polichinelle, là. Mais en fait, ouais, on est là pour donner un show, on est là pour que les gens aient du plaisir, qu'ils rient. Fait que, oui, il y a une rivalité, mais c'est principalement la mise en scène. Ouais. Je suis persuadé que les gens ont vraiment passé une bonne soirée. Puis, qu'est-ce que tu pensais de la foule comme telle? Écoute, on a vraiment eu du plaisir. C'était tough crowd au début, mais je pense que, tu sais, ça s'est réchauffé à mesure que les impros commençaient. Tu sais, c'est la première fois aussi là, qu'on vient jouer ici. Fait que le temps, nous, mettons à Carleton, on a un public qui nous connaît, qui est mais je pense qu'ils ont apprécié. Du moins, c'est ça qu'on a conclu. Puis je pense qu'on va revenir. Oui, ça serait vraiment une bonne nouvelle si vous en revenez. Puis je suis persuadé, je peux dire que les gens ils ont vraiment apprécié leur soirée. Ouais, je suis vraiment... Ben, c'est ça, hein? On vient pour ça, pour avoir cette énergie-là. Puis on a eu une belle énergie tout au long du match. Je suis bien contente. Ghislain, j'ai pas le choix de te le demander. Qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée? Alors, moi, j'ai eu du fun, là, c'était le but. Là. On essaie de faire, avec les ateliers qu'on donne, fait que le monde, c'est de se pratiquer puis de faire différents styles de show. Fait que là, moi, c'est tout un défi de jouer avec beaucoup de monde ou contre beaucoup de monde. Là. Fait que super soirée, ça a super bien répondu, une belle foule. Pour un vendredi qui fait moins 20, là, c'est le fun, il y avait du monde. C'est un peu ta foule locale aussi, veux pas, là? Ouais, ben, j'ai senti, là, j'ai vu beaucoup de monde que je connaissais, puis c'est vraiment trippant. Puis de tous les âges, c'est ça qui est magnifique. T'as autant des enfants, des ados que des personnes plus âgées. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun avec le théâtre et avec l'impro, c'est que c'est multigénérationnel. Fait que non, c'était retour à la maison, là. Puis qu'est-ce que tu as pensé de tes partenaires de jeu? Ah, moi, je les adore, là. Puis c'est pour ça que je le fais, là. Jouer avec Kaël, René, Lisanne, Alice, puis là, je n'oublie une, mais en tout cas, non, c'est toujours le fun, puis ils s'améliorent de fois en fois, puis ils aiment ça, puis ça paraît. Donc moi, quand il y a des gens passionnés comme ça, ben ça me donne le goût aussi d'en refaire, puis de partager avec eux autres là, la scène, puis des trucs aussi. C'est un peu ça, parce que t'aimes vraiment ça, puis tu vois que t'emportes des gens avec toi dans ton trip. L'important, c'est que l'impro survive, tu sais, qu'il y en a tout le temps, des plus jeunes qui voient ça, puis qui plus tard, ils veulent en faire, tu sais, puis on donne des ateliers aussi à moi, j'en fais avec des enfants. C'est toujours le fun
qui ont le goût d'en faire, ils en font à l'école parce que veut pas l'impro, c'est très québécois, c'est en dedans de nous. Non, on le fait pour ça. Je pense, moi, je le fais pour ça, pour que ça reste vivant. Quand je serai tanné, j'arrêterai. Mais pour l'instant, j'ai repogné un goût, là. C'est un peu comme donner aux autres aussi, parce que quand on regarde un jeune comme Kael, on peut l'appeler la relève, là, il est quand même assez incroyable. T'en penses quoi de Kael? Kael, je veux dire, c'est à cause de lui que je suis là. Tout simplement. C'est lui qui m'a demandé de rejouer avec lui. Fait qu'on a fait le tournoi à Carleton à la mi-février qu'on a remporté. Kael, il en mange l'impro, il aime ça, il est bon. Puis tu vois qu'il commence à avoir de la maturité. Fait que c'est vraiment le fun de le voir évoluer. Je pense qu'à surveiller, vraiment, ce gars-là va faire un méchant bon joueur d'impro. Première étoile du match, Kael, félicitations. Qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée? Je me suis super bien amusé. J'ai eu du fun. Le public était là aussi pour participer parce que, évidemment, le public fait partie du spectacle. Sans eux, notre improvisation ne sert un peu à rien. Fait que je suis content qu'ils aient réussi à mettre une belle ambiance. Merci à eux. Pareil pour les Kyokipi puis pour Ghislain. Bravo à lui. Faire tout ça tout seul, ça reste une grande compétence. J'ai eu bien du fun. On s'est amusé. Puis à refaire, évidemment. Puis en parlant de Ghislain, je viens d'avoir une petite jasette avec lui. Puis il me disait justement que c'est toi qui l'avais comme sorti un peu de sa pré-retraite, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Ghislain, c'est un grand improvisateur. Puis je le savais. Je l'ai déjà vu jouer. Puis j'ai admiré même. Je voulais donc m'essayer de jouer avec lui. Donc, sur un coup de tête, je lui ai proposé qu'on fasse un tournoi ensemble. Le tournoi s'est super bien passé. On a eu bien du fun. Puis depuis, on fait juste des games. Puis on se croise par-ci par-là. Puis je suis bien content qu'il soit revenu dans ce milieu-là parce qu'honnêtement, il y a du talent. Puis je suis content d'en faire partie avec lui. T'sais, que ça soit lui, puis que je m'amuse avec lui, puis qu'il puisse m'aider, puis m'apprendre sur des connaissances que j'avais pas encore atteintes. Fait qu'il est comme un peu mon mentor, entre guillemets, en même temps que mon ami, puis mon joueur préféré. T'sais. C'est très bien dit, puis en tout cas, toi, t'as pas à t'inquiéter. Ça fait quand même quelques fois que je viens de voir jouer. Puis je peux te dire que tu as un bel avenir devant toi. Très gentil, merci beaucoup. C'est très gentil, c'est mon but. C'est mon but de performer dans cette compétence, on peut dire ça même, dans cette carrière. Être acteur, comédien, devant scène, c'est là que je me sens bien, fait que c'est ça que je veux faire. Ouais. L'affaire Coffin continue de susciter des interrogations depuis de nombreuses années. Était-il réellement coupable? Pascal Alain se penche sur cette question dans le cadre de sa nouvelle conférence. À la Gospel Chapel de Bonaventure, le 14 mars dernier, Pascal Alain, auteur et historien, offrait une conférence traitant sur l'affaire Wilbert Coffin, qui depuis 1953 marque l'histoire du Canada et la mémoire gaspésienne. Wilbert Coffin, c'est un prospecteur minier qui est né à York Center, petite communauté protestante tout près de Gaspé. Puis Wilbert Coffin, on va l'accuser d'un triple meurtre de chasseurs américains venus chasser l'ours dans les années 1950 en Gaspésie. Alors, c'est un prospecteur minier qui travaille pour la future Noranda Mines, qui commençait ses activités minières à Murdochville. C'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un homme à tout faire. Après la guerre, il revient à Gaspé, dans son patelin d'origine, et il sera impliqué dans ce triple meurtre-là qui survient dans la forêt gaspésienne à l'été 1953. Wilbert Coffin va être en lien dans cette affaire-là puisqu'il va rencontrer le plus jeune des trois chasseurs américains. Les chasseurs américains vont avoir un problème avec leur véhicule dans la forêt gaspésienne et Coffin va arriver sur les faits. Puis il va les tirer d'embarras. Normalement, là, à première vue, c'est la pompe essence qui a fait défaut. Alors, il a ramené le plus jeune chasseur, Richard Lindsay, 17 ans, à Gaspé pour qu'il se procure une pompe à essence toute neuve, au vu et au su de tout le monde. Il ne s'est jamais caché. Puis, il va ramener le jeune en forêt avec la pompe à essence pour, évidemment, en arriver au dépannage du véhicule des Américains. Puis quand il va revenir en forêt, on dit que Coffin a toujours prétendu que les Américains lui avaient donné 40 $ américains. Une bonne somme à l'époque, mais il a perdu sa journée. Là. Puis les Américains, il y avait du fric. Il leur aurait donné 40 $ américains, puis Coffin a toujours dit que le jeune Américain lui avait donné son couteau suisse.
Ce qui sera, entre guillemets, démenti par la mère de Lindsay, qui a tout le temps dit « Hey, c'était un souvenir de famille. Jamais un gène n'aurait donné son couteau. » Vrai ou pas vrai? Je tenais à vous le montrer, mais c'est le couteau original de Jane Lindsay. Et c'est comme ça que Coffin va être en lien avec cette histoire-là. Et où Coffin va être pris dans un étau, si je puis dire, c'est à partir du moment où Coffin, malheureusement, va revenir sur les lieux où le véhicule est situé, les Américains, en pleine forêt, et va se rendre compte que la pompe à essence est toujours dans le véhicule n'a pas été réparé, les chasseurs américains ne sont pas dans le coin, visiblement, ils sont partis chasser. Et Coffin va consommer quelques bières sur les lieux et en état probablement d'ivresse, sous l'influence d'alcool, va commettre l'irréparable pour lui, c'est-à-dire dérober des objets, voler des objets dans la camionnette des Américains. Et à partir de ce moment-là, malheureusement pour lui, le voleur devenait le meurtrier. Alors on a associé le motif du vol au meurtre. Et à partir de ce moment-là, il y a un rouleau compresseur qui se met en branle et la justice va justement tabler là-dessus, que le voleur devient l'assassin. Et Coffin sera exécuté en février 1956 pour le meurtre des 3 chasseurs, alors que le jury a délibéré en 32 minutes. C'est pour une affaire aussi sérieuse, c'est quand même étonnant. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de preuves? Coffin a été accusé avec des preuves strictement circonstancielles. Alors, quand on parle de preuves circonstancielles, ça vient du mot « circonstance ». Ça veut dire qu'il n'y a aucun témoin direct. Il n'y a pas de preuve directe. En aucun moment, Coffin va faire une confession, dire finalement, même à la toute dernière minute, le jour même de son exécution, jamais Coffin va admettre le crime. Il n'y a aucun témoin. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Et durant le procès, il y aura de nombreuses irrégularités, de très nombreuses, dont je vais parler dans la conférence évidemment, qui fait que c'est un procès qui s'est fait à la vitesse grand V. Puis Coffin, je suis d'avis que si Coffin avait eu un avocat moindrement sérieux, il s'en aurait tiré. C'est-à-dire qu'il aurait probablement eu une peine d'emprisonnement, une prison à vie, puis il aurait sûrement eu un procès en appel. Et ça n'a pas été possible pour lui. Alors, il a été vraiment, selon moi, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qu'on appelle le malheur, la mauvaise heure. Alors, c'est mon point de vue, en tout cas. Et qu'est-ce qui fait que cette affaire a été si médiatisée à travers les ans qu'on s'en souvient encore aujourd'hui? 70 ans plus tard, Éric, on en parle toujours. On a écrit de nombreux livres sur ce sujet-là et c'est probablement le cas judiciaire au Canada le plus controversé. Moi, j'en connais pas d'autres. Et qu'il y a eu autant de livres décrits sur ce sujet-là, c'est assez renversant. Alors, qu'est-ce qui fait que 70 ans plus tard, on en parle? C'est qu'il y a toujours eu, chez les Gaspésiens, d'abord, une conviction que Coffin était innocent. Et le fait que, justement, on ait pendu quelqu'un, enlevé la vie à quelqu'un avec des preuves circonstancielles, il faut le faire. Alors, on peut dire qu'à l'époque, ça se faisait, oui, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Donc, moi, je ne suis toujours pas d'accord avec ce fait-là, et on en parle toujours parce que, bon an, mal an, il y a toujours eu des éléments nouveaux qui ont refait surface. C'est ce que je vais parler aujourd'hui, qui ont entretenu l'histoire, qui ont entretenu le mystère, qui fait qu'aujourd'hui encore, on en parle et qui a eu, au fil des ans, au cours des 20 et 25 dernières années, beaucoup d'actions, de gestes concrets, de faits pour réhabiliter la mémoire de Coffin. À commencer par la famille, à commencer par des avocats bénévoles qui ont pataugé là-dedans. On a voulu réviser l'affaire. Alors, bon an, mal an, et encore aujourd'hui, même l'année passée, il y a toujours une commission fédérale indépendante qui travaillerait justement à blanchir le nom Coffin. Mais comme il y a de moins en moins, pour ne pas dire plus de témoins, ça devient de plus en plus difficile. Alors, il y en a qui y croient de moins en moins. Je suis le premier à y croire de moins en moins, mais il faut peut-être garder espoir. Vous pouvez suivre Pascal Allain, auteur et historien, sur sa page Facebook Pascal Allain, auteur et historien, pour en savoir plus sur ses parutions et ses conférences. Vous avez des problèmes financiers? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Lynn Arsenault, intervenante en consultation budgétaire, peut vous aider. Elle nous décrit les services de son organisme.
En compagnie de Lynn Arsenault de l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, qui s'est déplacée dans nos bureaux aujourd'hui spécialement pour nous parler de son organisme. Ça va bien, Lynn? Super. Merci beaucoup, Simon, de m'avoir invité. Un gros plaisir. Puis, en quoi consiste ton organisme, Lynn? Mon organisme aide les gens au niveau du budget. Prime abord, le premier mandat de l'ACEF, c'est d'aider les gens à établir un budget équilibré, sortir du surendettement et d'apprendre à comment gérer hebdomadaire les budgets avec ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'on a comme argent par semaine ou par mois pour vivre? Parce que la plupart des gens vivent malheureusement avec le surendettement et se sont endettés avec des cartes de crédit, fait qu'ils viennent de me voir en catastrophe. Que là, les créanciers m'appellent, j'ai de l'harcèlement, puis les créanciers, quand ils appellent, sont très tenaces et persévérants. Ils veulent de l'argent tout de suite. OK, les créanciers, ils peuvent te mettre quand même Pas un peu... à moi, OK. mais à ma clientèle. Oui, c'est ça. C'est pour ça, eux autres, ils arrivent énervés. Ils arrivent énervés. Fait qu'à mes membres, c'est certains qui ont des pressions. Fait que quand ils viennent nous voir, c'est souvent parce qu'il arrive une situation, les créanciers exemplés sont surendettés, beaucoup de cartes de crédit non payées, Hydro-Québec, le loyer pas payé, fait qu'ils ils ont des menaces d'expulsion, d'avoir des présentations au TAL, tribunal administratif du logement. Fait que c'est le stress de ce niveau-là. Fait que là, moi, je suis là pour essayer d'équilibrer, regarder s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Fait que de ce temps-là, moi, je leur donne des suggestions de qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de rétablir un budget, sortir de ce stress-là, parce que ça peut rendre les gens malades et arrêter de travailler tellement que tu es angoissé de vivre cette anxiété-là. Fait que moi, je vais les accompagner. Exemple, ils viennent me voir parce qu'ils sont surendettés. Si je regarde le budget, puis malheureusement, il n'y a pas de situation pour s'en sortir, bien, je vais leur présenter comment ils peuvent essayer, quelle solution qu'il y a pour sortir de là. Fait que c'est vendre des actifs, proposition aux consommateurs, conciliation bancaire dans les institutions financières, faillite ou dépôt volontaire au palais de justice. Ça, dépôt volontaire, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant que ça peut se faire. Fait que moi, je les accompagne là-dedans pour la meilleure solution. Exemple, la personne dit, moi, je vais faire faillite parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux me sortir de cette situation-là économique. Ouais. Fait que moi, je vais les accompagner d'appeler un bureau de syndic, puis faire toutes les démarches avec eux autres, prendre des informations. Parce que on appelle au bureau de syndic, on prend des informations, c'est quoi la situation. Mais il y a des conséquences après financièrement. Fait que moi, nous autres, on reste là presque au mois, pendant 6 mois et 9 mois, pour pouvoir rétablir un budget équilibré avec leurs besoins de chaque semaine. Oui. Fait que ça, on travaille sur ça beaucoup. Aussi, quand je regarde le budget, moi, je fais un budget estimé tout le temps, au prime abord. Je regarde, tu payes-tu trop cher d'assurance habitation, assurance auto? Si c'est oui, bien, je vais te suggérer d'aller faire du magasinage dans des courtiers. Aussi, le volet alimentation, ce qu'on est rendu, vu que les prix augmentent. Ça, c'est stratégique. Comme je dis des fois, aller faire l'épicerie, c'est de l'art. Fait qu'il faut les éduquer comment économiser, comment faire l'épicerie, qu'est-ce qu'ils doivent faire avant de se rendre à l'épicerie, là, juste faire un inventaire de qu'est-ce que tu as dans ton frigidaire, les gens qui sont pas au courant de ça. Faire la petite liste, fait que, tu sais, nous autres, on se donne cette éducation-là, beaucoup. On donne l'éducation au niveau des cartes de crédit, de moins de n'avoir. Fait qu'on fait ces petits magasinages-là ou évaluation au niveau du budget. L'autre volet que je vais faire aussi, c'est de regarder avec les aînés, souvent. Malheureusement, ils n'ont pas tout l'argent qu'ils doivent avoir dans leur poche par mois pour vivre. Exemple, supplément garanti, s'ils n'ont pas fait la demande, ils ne l'auront pas. Fait que moi, je vais les accompagner à faire la demande du supplément garanti. Fait que ça l'aide. Puis la CEF, c'est des services gratuits. T'sais, comme moi. Ça, c'est bien de le dire. Oui, ça, c'est gratuit. Puis les gens peuvent venir me voir tant qu'ils veulent. T'sais, des fois, moi, j'ai des gens qui se fait à peu près 1 an, que j'ai 1 an ou 2, j'ai se fait à tous les mois. Leur sécurité, ils ont besoin de voir leur budget écrit puis qu'on l'ait analysé comme il faut, être sûr qu'ils sont corrects à tous les semaines. L'autre volet qu'on fait, c'est des ateliers sur mes finances, mes choix, qui ont été réalisés par les caisses populaires et des Carrefour Jeunesse Emploi dans le secteur de Gatineau. Et ça, on fait ça dans les écoles, les organismes communautaires, différents endroits pour pouvoir sensibiliser les gens de surendettement. Puis le budget. La gestion de budget, c'est important. Oui, ben oui. On devrait tout le faire régulièrement. Fait qu'on fait ces ateliers-là. On fait aussi le mandat protection du consommateur, d'accompagner les gens s'ils sont fait léser lors d'un achat d'un frigidaire, d'une télévision, d'un auto. Fait qu'on les accompagne quoi faire. On appelle la protection du consommateur, on fait toutes ces démarches-là. Aussi, moi, je vais accompagner des fois au niveau du chômage, si les gens sont trop en attente trop longtemps.
c'est possible que je communique avec le bureau de chômage et la personne, le membre que j'ai, pour pouvoir essayer de faire régler le dossier le plus rapidement possible. Je le fais aussi souvent avec le fédéral pour pouvoir régler le dossier plus rapidement au niveau du fédéral, la pension et du supplément garanti. Fait que ça, on a des belles relations. Puis même avec Service Canada, on a des belles relations au niveau avec les intervenants qui sont dans la population pour pouvoir améliorer différents services. On a des belles relations là-dessus. Puis l'autre volet qu'on a, nous autres, la CEF, c'est un prêt d'argent sans intérêt pendant 2 ans pour des situations d'urgence. Tu t'es séparé, tu as besoin d'acheter des meubles, bien, on peut te passer de l'argent, 1500 $ sur une base de 2 ans qu'on met. Ça peut être moins que ça dépend du besoin aussi. Ça peut toujours aider. Ça l'aide pour le volet financier. Puis c'est le volet sans intérêt, ça aussi, ça l'aide énormément parce qu'il faut essayer de trouver des prêts sans intérêt, mais il n'y en a pas. À part la CIF, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, là, il faut faire attention. Que nous autres, on dessert vraiment tout le secteur. Il y a des gens qui peuvent vous aider tout le temps. Okay. Soit qu'on se déplace dans les organismes communautaires, ça peut arriver qu'on va aller à domicile, ça dépend de la situation de chaque personne. Mais sinon, on essaie dans les organismes de l'eau. Tu sais, CLSC, on a une belle collaboration avec eux autres là, aussi. Fait qu'on va dans les locaux du CLSC ou des organismes pour pouvoir rencontrer les gens dans la confidentialité aussi tout le temps. Dans le besoin. Dans le besoin. Un gros merci, Lynn. Puis c'est intéressant. Puis les gens, ils voient ton visage. Donc, peu qu'importe le besoin, de te téléphoner, puis tu vas leur donner l'aide qu'ils vont avoir besoin. Oui, ça va me faire plaisir de les conseiller. Puis si on n'est pas à la bonne place, la CEF, on va les référer. Mais normalement, quand ils appellent chez nous, c'est parce qu'ils cognent à la bonne porte. Il y a eu beaucoup d'actions samedi dernier sur les pistes du drag motoneige WS. L'organisateur Steve Whittom nous en parle. Le 14 mars dernier se tenait le drag motoneige WS. La foule était au rendez-vous et les bolides filaient à vive allure. Steve Whittom nous en parle. Ça a bien été, l'événement. On a eu 188 inscriptions, plus que l'année passée. Avec la météo qu'on a eue durant la journée. On a eu une tempête de neige une couple de jours avant. Ça a aidé à faire la piste. Mais la piste était molle pour la journée. On a bien réussi. On a fait les drags. Puis on a obligé de repasser 2 fois dans la piste pour la sécurité des coureurs. Okay. Pour sécuriser les coureurs, pour être correct. Puis l'année passée, j'avais comme vu que au début du circuit, c'était comme un départ de sable, de gravel. C'était-tu encore ça cette année? Oui, c'est le départ sur poussière de pierre, à peu près 50 pieds de poussière de pierre, sur une piste de 660 pieds. Ça, c'est pour réglementation ou ça l'aide les coureurs? C'est quoi la raison qu'ils font ça? Ben, moi, je suis embarqué avec SRF Drag Québec. Puis avec les règlements, on fait départ sur poussière de pierre. Puis de même, là, ouais, juste avec tout le monde. Tous les coureurs qui participent, c'est juste pour tout le monde. Comment ça a commencé, ces courses-là? Avez-vous intégré tout de suite un circuit en partant ou c'est une gang de chums qui se dit « Hey, ça serait le fun qu'on ferait des courses à... » Nous autres, il y a plusieurs années passées, il y a du monde qui avait embarqué pour faire des dragues amicales puis tout ça. Puis là, il y a du monde qui a débarqué de ça. Puis moi, j'ai pris la relève de ça pour continuer. Je faisais comme des dragues amicales puis tout ça. Toi, tu étais là, tu participais, tu coursais aussi, là? Oui, je participais avec ça. Puis 2 ans passés, maintenant, j'ai décidé d'embarquer dans SRF Drag Québec. C'était un circuit à l'est du Québec, avec SRF Drag Québec, avec Sébastien Lahaye, qui fait le tech. Lui, il s'occupe de ça? Oui, c'est lui qui fait le tech pour les règlements, tout ça, ISR. Toi, as-tu un comité avec toi? J'ai un comité, j'ai des bénévoles, plusieurs bénévoles, puis plusieurs commanditaires. Ça prend les commanditaires pour pouvoir faire l'événement. Pas de commanditaires pour ne pas faire l'événement, impossible. C'est-tu toi qui s'occupais d'aller chercher ces commanditaires-là pour la course? Moi, puis c'est moi qui étais pour les commanditaires avec une couple de chums. Puis on a parti de Chandler jusqu'à New Richmond, puis les commanditaires qu'on a pu en avoir. OK, excellent. Puis, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est pas une course indépendante, là. Ça fait partie d'un circuit, donc il peut y avoir des coureurs qui ont fait d'autres courses, accumulation de points, puis ça continue pendant cette journée-là. Oui, les coureurs participent, font les circuits, puis les gagnants accumulent des points
avec tout le circuit au complet. Puis il va y avoir une remise des gagnants à Rivière-du-Loup au mois d'avril. Okay. Puis la population était-tu au rendez-vous? La population est au rendez-vous. On a eu des alentours de 400 entrées. C'est quand même excellent. Puis ça, vous avez eu une super belle journée en plus. Puis ici, que je te demande de me décrire un peu les catégories qu'il y a eu, puis les différentes spécifications de chaque catégorie. On a du 120 CC en montant, 120, 200 CC, puis 200 Improve dans le 200 CC. On a le 600, on a dans le stock, 600, 700, 800 stock, 1000 stock. On a dans le Improve, 600, 700, 800, 1000 Improve. On a dans le Pro Stock la même affaire, 600, 700, 800, 1000 Improve. Pro Stock, je veux dire. Okay. Puis tu as les autres classes en montant, dans l'Open, puis dans le Pro 55. OK. Bon, ben, excellent. Puis moi, ma fille, elle est allée faire un tour avec ses amis, puis elle a dit qu'elle a vu comme des petits bouts aussi. C'est une nouveauté ou à chaque fois, il y a des petits jeunes qui s'essayent? Dans toutes les dragues, là, les jeunes sont là pour participer. Puis ça prend de la relève, puis il faut les encourager. Ben oui. C'est plaisant pour la foule aussi de voir ça. Là. Ça attire du monde aussi, probablement. C'est toujours drôle de les voir aller. Ben, ça attire les enfants, les parents, puis la famille complète des petits-enfants. C'est ça. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour, Steve. Je te remercie bien gros. Puis ça donne une bonne idée, là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette journée-là. Puis on vous souhaite que ça continue là, dans les années à venir. Ça fait combien d'années, en fait, que ça fonctionne, la course? Ben, on fait le SRF Drag Québec, ça fait la 2e édition. 2e édition. Donc, on va y aller pour une 3e édition. On va avoir une 3e édition l'an prochain. Parfait. Merci. Un gros merci. En entrevue cette semaine, Bernard Dubé nous parle du Salon provincial du trappeur et de sa passion comme coureur des bois et trappeur gestionnaire. Aujourd'hui, pour l'entrevue, je me suis déplacé dans la belle demeure de Bernard Dubé. Bernard qui est un trappeur et un coureur des bois. Ça va bien, Bernard? Ça va très bien, merci. Oui, hey, un gros merci. C'est vraiment beau chez vous. Là. Il y a du souvenir ici. C'est comme assez incroyable. Bernard, la raison que je suis venu te trouver, c'est qu'il va y avoir un bel événement à Carleton au mois d'avril. C'est le 11 avril, je pense. Donc, je vais te laisser décrire l'événement. En gros, qu'est-ce que ça va être comme de ce que les gens peuvent s'attendre? Il s'agit du 47e congrès de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Okay. Et c'est nous, l'association de la Gaspésie, qui sommes l'hôte du congrès pour présenter le congrès et des activités telles qu'une exposition avec des commerçants de pièges, marchands d'équipements de trappage, de la vannerie, de la fourrure et des associations régionales, mais on en a moins parce que les gens de la ville trouvent qu'on est loin. On sait que c'est l'inverse. Pourtant, nous autres, quand on va, c'est jamais loin. Hein? Non. Ça a toujours été comme ça. C'est ça. Ça fait qu'il va y avoir des ateliers dont démonstration d'apprêtage d'animaux à fourrure, comme de raison. Moi, personnellement, comme trappeur, je vais préparer un lynx du Canada, mais cette fois-ci, c'est avec les pattes pour faire un tapis, par exemple, les belles grosses raquettes, les pattes d'un lynx, c'est majestueux. Le lynx, tu te l'es procuré comment, ce lynx-là? Bien, vu qu'on tenait l'assemblée annuelle et ces ateliers-là, c'est un de mes confrères qui a capturé des lynx et qui en a conservé un, puis congelé, puis je vais pouvoir le faire. Il va même avoir d'autres animaux qui vont se faire. Castor, coyote, renard. D'autres trappeurs de la région. Oh, ben oui, c'est sûr. C'est pour inciter à tous les trappeurs de la Gaspésie de venir nous rencontrer aussi. Parce qu'en plus de
du congrès provincial, nous, l'Association de la Gaspésie, on en profite pour tenir notre assemblée générale annuelle, comme le dimanche après que tout le monde s'en va. Nous autres, on va rester sur place pour ça. Il va y avoir des conférences. Encore une fois, personnellement, je vais être conférencier. Il s'agit de ma conférence, c'est 75 ans de passion. L'évolution du piégeur en travers de ça. Il y a un tas de belles choses, d'anecdotes fantastiques. Pourquoi que les gens vont pouvoir comprendre d'où vient la passion. Parce que ça prend une passion pour faire du pratiquer un métier de même. Ensuite, le soir, il y a un souper, banquet, avec encans silencieux et puis des remises de prix honorifiques dans différents domaines provinciaux. Donc, des prix que toi, tu as déjà gagnés, je crois aussi. Il y en a un, entre autres, le prix Pierre-Esprit Radisson, que j'ai reçu en invité récipiendaire en 2012. Oui. Puis il va y avoir le prix Jean-Claude Racine. Puis il y a un autre prix qui est nouveau, mais qui est au niveau Gaspésie. Les autres sont au niveau provincial, mais l'association en profite. Puis ça, c'est une surprise que je ne peux pas mentionner. Ça va être sur place, lors du banquet. C'est bon, il va falloir être là pour voir la surprise. Exactement. Puis ça, ce congrès-là, c'est sous forme de salon plein air. Toi, tu vas avoir des kiosques, tu as d'autres compagnons qui vont avoir des kiosques aussi, je crois. Un peu, oui, un peu. Puis, tu es aussi organisateur, tu fais partie de l'organisation. Oui, exactement. Pour la Gaspésie, je suis vice-président de l'Association des trappeurs de la Gaspésie. Donc, c'est l'association qui est l'autre. Donc, je suis conseil d'administration. Donc, on est impliqué directement avec des confrères de New Richmond. On est 3. Il y en a un de Bonaventure, il y en a un de Gaspé, il y en a un de Grande-Rivière. Connais-tu leur nom? Oui, certainement. À New Richmond, notre président, il s'agit de Yves Arsenault. Secrétaire trésorier, Simon Gosselin. Et puis, Bonaventure, Maurice Chicoine. Grande-Rivière, Richard Baudin. Et Gaspé, il s'agit de Harold Curado. OK, c'est bien. Ça, c'est tous des trappeurs aussi. C'est tous des trappeurs émérites. Émérites, oui, c'est ça. Puis comme public cible, vous attendez à quoi? Les visiteurs de tous âges? Exactement, que ce soit des enfants aller à des ancêtres comme moi. Parce que toi, c'est vraiment ta passion, là, de transmettre ça, tes connaissances, puis les jeunes viennent te voir. Ah, c'est quoi ça, monsieur? C'est ça. Puis... Moi, pour devenir trappeur, tu es obligé de suivre une formation provinciale. Oui. Piégage et gestion des animaux à fourrure. OK. Moi, j'ai été moniteur, j'ai enseigné en Gaspésie pendant 30 saisons. OK. Et puis, tous ces gens-là, j'ai formé plus de 1300 trappeurs sur 30 ans, soir, fin de semaine, etc. Ça fait que j'ai siégé au niveau nord-américain, représenté la province de Québec pour les producteurs de fourrure sauvage, qui est les trappeurs. Et puis, j'ai eu à donner des conférences sur la fourrure, puis je continue toujours, comme je vais en donner une lors du congrès. Au congrès. En tout cas, on souhaite que les gens ils vont répondre à l'appel, qu'ils vont aller en grand nombre, puis nous, on va continuer, on va continuer à l'annoncer et en parler aussi. Donc là, on a quand même assez bien parlé du congrès. On va s'imaginer que ton divan, c'est une machine à voyager dans le temps. On va peser sur un bouton. On va reculer. Puis j'aimerais ça que tu me racontes
Comment ça a parti, cette passion-là? Quand tu étais jeune, là, tes tout débuts. Là. Ça fait partie de ma conférence que je vais présenter. OK, tu vas en parler? Le 11 avril, ben oui, c'est exactement ça. À l'époque, là, il n'y avait pas de télévision, puis le radio, on en avait un à batterie pour les nouvelles seulement. Ça fait que l'hiver, là, mon grand-père avait son canapé, son récamier, le vrai mot, en arrière du poêle à bois dans la cuisine, où il passait la majeure partie de son temps là, à se tenir à la chaleur, parce que les vieilles maisons, c'était peu ou pas isolé. Et puis, moi, j'avais 3 ans et demi, 4 ans. J'allais trouver grand-papa. Grand-papa firmement, raconte-moi donc une histoire. Et il me racontait l'histoire qu'il avait capturé un ours noir qui était nuisible sur la ferme, avec un système guillotine avec une charge de bio, que l'animal allait chercher un apport, puis ça déclenchait le système, puis ça écrasait l'animal, ça le tuait fret. Ça le tuait drette là. Ça fait que quand j'ai sorti pour aller à la petite école, il fallait marcher, ça nous donnait au-dessus d'1 000 pour se rendre à l'école. Puis dans la route ici, vous allez voir, il y a une vieille cabane là, qui est toute penchée. Ben, le monsieur qui demeurait là à l'époque, c'était un vétéran, qui a été à la guerre, avait été blessé. Mais c'était un coureur des bois, c'était un guide. Et puis, en allant à la petite école, l'automne puis l'hiver, M. Dan accrochait des bêtes pour les faire sécher avant de les dépioter sur la clôture. Passait là, puis moi, là, ben ça fait un bout de temps que je rêvais de ça. Puis quand je voyais ça, j'étais émerveillé. Ça t'intriguait? Je me disais, je deviendrai un jour un coureur des bois comme M. Dan. Puis ça a continué. Ça fait qu'à 8 ans, ben là, je capturais des pigeons puis des écureuils. Ma mère m'aidait à les dépioter et à préparer, parce que moi, c'était maximisé. Je voulais goûter, je voulais savoir la gastronomie. Bon, ben un pigeon, ça se mange, ben maman, vas-tu m'aider? Puis l'écureuil, c'est la même chose. Ça, quand tu dis dépioter, c'est que lever la peau. C'est ça, tu lèves enlever la peau, puis après ça, il faut que tu éviscères. Ça fait qu'à l'époque, là, ben, les ingrédients, ça avait de l'oignon, du sel, du poivre. Puis je m'ai toujours dit, toute ma vie, en enseignant, les gars, je leur disais, tout animal que tu captures, maximise ta capture, sauve la fourrure, mais s'il est comestible, pourquoi que tu ne le manges pas? Ben, j'ai pas de recette, je sais pas comment faire. Fait que j'ai commencé à... Ben, j'en faisais auparavant, mais j'ai continué à développer des recettes pour développer la fine gastronomie. Et puis, de fil en aiguille, ben là, j'ai produit un livre de recettes sur la flore et la faune, qui a été honoré au niveau canadien par les Saveurs du Canada. Puis j'ai continué toujours dans le domaine. Vois-tu, à 10 ans, j'ai capturé mon premier renard avec l'aide de mon père pour ouvrir le piège. À 12 ans, je faisais l'acquisition de ma première arme à feu, un calibre 22 Junior Coe. Et puis, j'avais fait venir ça dans le catalogue Eaton à l'époque. Une boîte de cartouches 22 Long Rifle. J'avais payé 11,99 pour une carabine 22 neuve. Puis j'ai continué. Puis là, j'ai continué à tendre des pièges, puis à chasser, puis à développer. C'est devenu une passion, c'est devenu un travail. Parce que c'était difficile à apprendre. C'était beaucoup d'essais-erreurs. Parce que les vieux trappeurs, au lieu de nous raconter, de nous dire la vérité et les conseils, ils nous contaient des mensonges délicats quand même, mais pour éviter que, suite à leurs conseils, que moi je capture une bête, il n'aurait plus à capturer lui. Ça fait qu'il protégeait, si tu veux, sa façon de vivre. Faire gagner la vie puis élever sa famille. Oui, c'est ça. Il n'était pas nécessairement là pour te montrer, ce qui est tout le contraire que toi aujourd'hui, que tu veux
partager ta passion. Oui. Tu veux que les gens aiment ça, tu veux les faire sourire. Tu sais, ce que tu fais, c'est... Il faut absolument être un aimant de la nature. Voilà. Je pense que ça peut se dire. Hein? Oui, c'est ça, je suis. Tu connais, tu sais comment protéger la faune, la flore. Parce que trapper, c'est pas nécessairement tuer pour le plaisir. En passant, avec l'accord de ma femme, j'ai eu 2 maîtresses dans ma vie. Ah bon, tiens. Ma femme, puis Dame Nature. Dame Nature. Ça a été je savais pas trop si tu t'en allais avec ça, là, mais là, les 2 réponses que tu vas donner, ça me rassure. Comme ça, elle ne sortira pas choquée l'autre bord de la porte. On l'a entendu avant. On l'a entendu avant, ouais, c'est ça. Non, c'est parce que la nature, c'est tout, là. Puis même que j'ai eu des problèmes de santé à quelques reprises, mais un plus sévère. Et puis, la nature m'a sauvé la vie d'une façon du cancer, chimio, lors des traitements de chimio, j'ai continué à attraper, parce que mes médecins et les chirurgiens ne voulaient vraiment pas. Ils ne suggéraient pas, hein? Ben non, mais sinon, on m'aurait trouvé accroché en quelque part si je n'avais pas eu fait ça. Tu sais, là. Ça t'a mais sauvé. moi, c'est dans la nature, voir l'évolution de la forêt, les plantes, les animaux, découvrir une nouvelle colonie de castors, un sentier de renard ou de coyote, c'est ma vie. OK. Donc, oui, la nature, c'est... c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ton âme. Pour ton esprit, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il peut y avoir des petites bêtes qui peuvent être nuisibles, donc... Ben, les grosses aussi, sont nuisibles. Les grosses bêtes nuisibles aussi. Un exemple, justement? L'avenue du Coyote. L'avenue du Coyote, ben, en 85, le cheptel de chevreuil était estimé par le ministère à 17 000 têtes, la Gaspésie. OK. En 90, le Coyote était à large parce que personne ne le contrôlait. Les trappeurs avaient de la difficulté à capturer un renard. Puis le Coyote, c'était une marche plus haut dans le côté ruse. Et puis, on s'est retrouvé avec une quantité assez impressionnante de coyotes. Ouais. Ben, en 90, là, de 17 000 chevreuils, on était rendu à 500 têtes. On a la preuve qu'il y avait les liséverbes, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Le castor, qui bouche les ponceaux, les calvettes, etc., qui inonde les champs, il est devenu nuisible. T'sais, si le chemin est coupé par rapport à un étang de castor, une écluse de castor, puis durant la nuit, le barrage a lâché, puis ça a coupé le chemin, tout arrive là, puis tu n'as aucune idée. Tu as un tranché, tu tombes dedans, tu vas te tuer. Ça fait que les ratons laveurs, ben c'est pareil. Puis c'est des vecteurs de rage de différentes maladies qui sont nuisibles, qui sont transmissibles à l'homme, puis il y en a même qui sont mortels. C'est que ça empêche un peu de répandre ce type de Exactement. En contrôlant, tu diminues ou tu élimines... fait qu'en étant un aimant, en même temps, tu contrôles un peu tout ça aussi. Puis t'es pas tout seul, là. Tu as quand même plusieurs confrères en Gaspésie. Vous êtes combien à peu près en Gaspésie? Au Québec, Au Québec, il y a certainement au-dessus de 7 000 trappeurs. 7 000? Ça fait que ça, tu vois, alors, en Gaspésie, juste dans New Richmond, je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine de trappeurs. OK, c'est quand même bien. Puis vous tenez-vous tous un peu ensemble? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Un trappeur, là... C'est solitaire? C'est solitaire pas mal. OK. Bon, vois-tu, ça, malgré qu'on se renseigne l'un à l'autre, mais on a ça. On passe notre vie tout seul sur la ligne de trappe ou du territoire. Puis moi, j'amène des gens aujourd'hui avec moi parce que j'arrive à 81 ans. Et c'est moins recommandé, puis ça fait plaisir à mon épouse que j'amène quelqu'un avec moi. Toujours inquiète un peu. Oui. Ça fait que... Puis en même temps, ben, tu peux transmettre ton transmettre savoir. tes connaissances, exactement. Les gens, on va dire comme les jeunes, ils triplent leur vie. Ils triplent leur vie, oui, c'est ça. À venir avec Bernard Dubé dans le bois, sur le trappage, puis revenir avec une camionnette, la boîte
à moitié pleine ou à moitié vide, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment génial. Puis, on n'a pas le choix. Tu sais, je pourrais t'écouter parler comme ça pendant, mais là, on va laisser ça aux gens. Il faut qu'ils vont absolument aller le voir au salon. Vous ne le regretterez pas. Puis, vous allez découvrir plein d'autres trucs incroyables. Donc, je te laisse nous rappeler les dates une dernière fois. Samedi, le 11 avril, ça ouvre au public à 8h30 le matin. Ça ferme à 5h. Puis après ça, c'est le banquet avec l'Assemblée générale annuelle de la Fédération, etc. Bon, ben... Puis, c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Okay. Puis, pour les adultes, c'est 10 10 c'est vraiment pas beaucoup, puis ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est encourager les trappeurs qui travaillent aussi pour le public, parce qu'en faisant du contrôle, puis en essayant d'éliminer les maladies chez les animaux à fourrure qui sont transmissibles, ça fait que venez nous encourager, puis ça va nous faire plaisir. Même si on passe notre vie seule en forêt, on adore le public, puis les gens. T'aimes jaser aux gens. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui te remercie, Bernard. C'est très gentil. Puis c'est encore merci de nous avoir accueillis dans ta belle maison. Merci. C'est grâce à ma femme aussi, là. J'en doute pas. Salut. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici vos nouvelles en bref. Budget 2026, du bon et du moins bon selon la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie des Chaleurs. Mesure intéressante, mais absence remarquée dans le budget, estime la directrice générale de la Chambre de commerce de l'industrie de la Baie des Chaleurs, Valentine Palma, souligne notamment l'absence de financement pour le prolongement du rail entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé, la perte du comté ainsi que le manque de mesures concrètes visant les travailleurs étrangers pour les petites moyennes entreprises. Elle note toutefois positivement la reconduction du crédit d'impôt pour la Gaspésie pour une période de 5 ans, de même que les investissements annoncés dans les secteurs du tourisme, du bioalimentaire et de la foresterie. Le crédit d'impôt à l'investissement est également accueilli favorablement. Cependant, cette mesure se heurte à une réalité bien présente, le manque de main-d'œuvre. Changement de président au comité organisateur du Congrès mondial acadien 2029. Changement à la tête du conseil d'administration chargé d'organiser le Congrès mondial acadien de 2029 dans la Baie des Chaleurs. Le président Sylvain Godin quitte ses fonctions pour des raisons personnelles. L'intérim sera assuré par l'un des vice-présidents, Jean-Guy Lévesque, qui avait auparavant présidé le comité de candidature ayant mené à l'obtention du Congrès. Cette transition vise à assurer la stabilité et la continuité des travaux en cours. L'organisation confirme que les préparatifs suivent leur cours, notamment en ce qui a trait au processus d'embauche. Au total, quelques 100 000 visiteurs sont attendus. Le budget de l'événement est estimé environ à 11 millions de dollars avec des retombées économiques évaluées à 20 millions. L'ouverture est prévue à Bonaventure, tandis que la fermeture se tiendra à Bathurst. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 22 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.